Bonjour tout le monde. Bon, je me présente d'abord, je suis Abdelrazak Qadmi, enseignant-chercheur à l'Institut supérieur de documentation, à l'Université de la Manouba. Donc j'ai le plaisir d'animer cette première séance du deuxième jour du colloque international sur les bibliothèques scolaires. Donc il y a un petit grand changement sur le programme. Donc ce matin, nous allons écouter Madame Anne Lemans, qui est maître de conf HDR en sciences de l'information et de la communication. Je lui laisse le soin de se présenter. Et aussi une autre intervention de M. Gilel Mohsen sur les bibliothèques scolaires dans les écoles d'enfants non-voyants. Je ne sais pas si la traduction est bonne. Et une autre intervention de Mme Khadija Olem de l'Université de Trissa sur les collections de bibliothèques scolaires entre le soutien des programmes pédagogiques et la lecture libre, une étude des normes spécialisées. Et il y aura un décalage de la quatrième intervention de M. Azli Moudabben et Aina Hajar Zuhair qui va être décalée dans la journée. Peut-être qu'on essaiera de les joindre pour intervenir même par Skype. Et ça va être remplacé par Madame Nafissa Ktadliya, c'est bien ça, de l'Université de Henneb sur les enjeux des bibliothèques scolaires algériennes à la lumière des récents développements, études d'un échantillon de bibliothèques secondaires dans la ville de Henneb. Donc voilà, je vais laisser la parole à Madame Lemans, qui va intervenir sur un sujet de l'éducation à la documentation, à l'éducation aux données, l'évolution des missions éducatives des professionnels des bibliothèques scolaires. Vous la parole. Merci. Je suis l'élément stable, je crois, de ce matin. Donc merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité et permis de vous présenter notre travail. Alors je viens ici au titre d'enseignante-chercheur, en effet, en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bordeaux. Et je travaille pour la partie enseignement à l'École supérieure du professorat et de l'éducation. Je suis responsable notamment de deux masters, un master documentation qui forme les futurs professeurs documentalistes et un master médiation des savoirs qui s'adresse plutôt aux autres enseignants ou aux médiateurs culturels. Ça c'est pour la partie enseignement. Pour la partie recherche, j'appartiens au même laboratoire que Vincent Miquel, que vous avez entendu hier et qui dirige cette équipe. Et à ce titre-là, je ne vais pas vous présenter aujourd'hui tout à fait un projet en particulier, mais plutôt une réflexion à partir de plusieurs projets qui ont été menés avec cette équipe, et notamment deux. Et puis ma réflexion aussi va s'enraciner dans ma pratique d'enseignante et de formatrice, de professeur documentaliste. Les deux projets sur lesquels je m'appuierai sont un projet qui a duré de 2012 à 2016 qui s'appelait Translittératie informationnelle. Donc un projet qui essayait de définir cette notion de translittératie sur laquelle je reviendrai un petit peu tout à l'heure, notamment autour des pratiques informationnelles des jeunes, on va dire au niveau lycée, de 14 à 16 ans, à 18 ans, pardon. Et un autre projet qui est en cours, un projet qui s'intitule Persévérons, sur la persévérance scolaire avec les objets numériques, et qui s'intéresse à trois objets en particulier, les robots et la robotique, les Fab Labs et les tablettes. Alors, c'est pas du tout mon champ habituel, les objets numériques ne sont pas ce qui m'intéresse le plus précisément, mais j'ai été amenée à coordonner ce projet et à m'intéresser plus particulièrement à la question des Fab Labs. Du coup, ça m'a interrogée sur la place éventuelle des professeurs documentalistes et puis plus généralement des professionnels de la documentation autour des Fab Labs. Donc voilà, je vous propose là vraiment une réflexion très, très générale sur ces questions, sur ces enjeux qui me semblent importants et
en restant dans l'expérience française, et je fais exactement la même analyse que Vincent hier, c'est-à-dire que je ne considère pas que l'expérience française soit un modèle, mais c'est une expérience parmi d'autres. Et je suis particulièrement contente d'être ici parce que je peux justement partager vos expériences à vous. Donc j'ai tenté de mettre en relief ces enjeux et je vais le faire à travers trois points en particulier. Il me semble que les principaux enjeux des années à venir sont d'une part la prise en considération des pratiques réelles des élèves, des pratiques informationnelles des élèves, d'autre part l'évolution des espaces et peut-être plus généralement de ce qu'on appelle la forme scolaire, de tout ce qui est les espaces, les temporalités, et puis dans un troisième temps, le développement de compétences centrées sur les données, comme le suggère le titre que j'ai choisi. Il me semble qu'on est passé de compétences qui étaient orientées vers le document, la documentation, à des compétences qui sont centrées sur la donnée, ce qui n'exclut pas du tout ce que je vous ai montré, l'intérêt de travailler sur les documents. En introduction, je voulais commencer par parler du contexte institutionnel. Je vais m'intéresser essentiellement aux professeurs documentalistes dans cette intervention. Donc le contexte, je ne sais pas si vous pouvez le dire, pas trop. Le contexte institutionnel, c'est l'évolution du métier dans les textes. On est passé d'une circulaire de mission, donc un document officiel qui définit la mission des professeurs documentalistes, qui datait de 1986, donc qui était très, très ancienne, à une nouvelle circulaire en 2017. Donc la circulaire de 2017 définit 3 fonctions principales pour le professeur documentaliste. La première, c'est qu'il est, comme vous le voyez, chargé de la gestion d'un centre de documentation. La circulaire dit maître d'œuvre de l'organisation des ressources documentaires de l'établissement et de leur mise à disposition. Donc dans cette mission-là, il s'intéresse en particulier à la politique d'acquisition, aux questions de mise à disposition, d'accessibilité des documents, et les compétences sont plutôt axées sur la bibliothéconomie. Deuxième volet de ces missions, c'est la formation. Et là, la circulaire nous dit que le professeur documentaliste est enseignant et maître d'œuvre de l'acquisition par tous les élèves d'une culture de l'information et des médias. Donc le professeur documentaliste est avant tout un enseignant, et on verra que la profession, du point de vue de son organisation associative, défend et met en avant cette mission pédagogique. Donc, dans le cadre de cette mission, les compétences qui sont développées sont des compétences plutôt orientées vers la pédagogie, mais aussi pour certains vers la didactique de l'information, vers l'accompagnement des élèves, notamment dans leur parcours scolaire, et l'éducation aux médias et à l'information, qui est définie elle aussi par des textes qui datent de 2015. Le troisième volet, c'est le volet plutôt communication. Quelque part, le professeur documentaliste est le chargé de com des établissements scolaires. Donc la circulaire nous dit qu'il est acteur de l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel. Très souvent, le professeur documentaliste a une mission culturelle dans l'établissement scolaire. Il est chargé de monter les projets, de faire du réseau, de communiquer tout ce qui se passe autour de l'établissement. Donc il est vraiment le pilier de l'ouverture. Ça peut se traduire du point de vue de la gestion de l'information par des politiques et des pratiques de veille et de curation d'informations, de mise à disposition de tous. Alors le problème, on ne restera pas très longtemps là-dessus, mais il y a un problème actuellement en France sur la définition de cette mission et de cette circulaire. Parce que la circulaire nous dit le professeur documentaliste est un enseignant, mais il n'a pas de programme, pas d'heures dédiées, pas d'évaluation qui sont prévues. Donc les professeurs documentalistes ont un peu de mal
asseoir leur position d'enseignants, on va dire, comme les autres. Et pourtant, ils sont chargés, quelque part, du pilotage de l'éducation aux médias et à l'information. Mais des heures ne sont pas spécifiquement dédiées, d'une part, et d'autre part, tous les enseignants, comme on l'a vu hier avec Vincent, sont chargés de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, le professeur documentaliste est plutôt le pilote et l'expert, mais tous les enseignants ont cette mission de formation à l'information. Alors le livre semble un peu disparaître dans cette évolution, mais le livre reste quand même au cœur de la culture de la plupart des professeurs documentalistes. Ceci dit, une documentaliste d'une quarantaine d'années me disait récemment que les jeunes qui arrivent, d'après elle, ne s'intéressent pas suffisamment au livre. Ils ont un petit peu oublié le livre, ou en tout cas, ils construisent leur culture de la littérature de jeunesse en particulier sur le terrain, tout simplement parce que les élèves continuent de leur demander des livres de littérature de jeunesse. Mais c'est souvent une question à laquelle ils n'ont pas vraiment pensé avant. Alors qu'il y a quelques années, c'était vraiment le cœur du métier, la littérature. Donc voilà le contexte institutionnel. Le contexte technique, c'est, vous le connaissez, et sans tomber dans une utopie techniciste, le contexte technique, c'est l'arrivée évidemment de l'ordinateur, de l'Internet, et puis plus récemment du Web 2.0. Et ce contexte-là a profondément changé le rapport à l'information que nous avons, de même que la culture des usagers de l'information. Donc ce contexte est caractérisé par des flux d'informations en continu, une massification des données, une évolution technologique très rapide qui a un effet sur le rapport que nous avons les uns avec les autres, sur nos relations, y compris sur notre façon d'extérioriser notre intimité, de nous informer, de communiquer. Alors on parle de génération Y ou de génération Z ou de digital native. On sait tous que ça n'a pas vraiment de sens, qu'il y a beaucoup de pratiques très différentes en fonction du milieu social, de l'âge, de la culture des jeunes. Donc on ne peut pas vraiment identifier une culture des jeunes. Il n'empêche que dans tous les pays, je pense que c'est pareil en Tunisie, la plupart des jeunes ont un smartphone par exemple. En tout cas, si je sais pas, je me trompe peut-être ? Oui ? Ils n'ont pas tous ? Parce que, par exemple, j'ai eu un peu une expérience en Afrique, en Côte d'Ivoire, et là, les jeunes ont tous un smartphone. Moins en général ? D'accord, bon, pardon. Heureusement. Alors, en France, je crois que c'est vraiment à 16-18 ans, c'est 95% des jeunes qui ont un smartphone. Et de plus en plus jeunes, et c'est avec l'accord total des parents. Donc, en général, même c'est offert par les parents qui cherchent à travers d'abord le téléphone portable et puis le smartphone à garder du lien, à garder un œil, tout simplement, sur leurs enfants, sur leurs adolescents. C'est peut-être lié aussi aux spécificités de l'évolution des structures familiales en France. Il y a beaucoup de familles qui sont décomposées, donc les parents ont besoin de garder un lien avec leur enfant. En tout cas, à peu près 95%, et quel que soit le milieu social, et je dirais même, plus on est dans des milieux défavorisés, plus les enfants sont équipés. Donc ça pose un problème justement pour les éducateurs d'accompagnement des usages, notamment de ces smartphones. Par ailleurs, le développement de ces appareils, pas seulement les smartphones, mais également les tablettes, les ordinateurs, entraîne des changements culturels. Et Sylvie Octobre, qui est sociologue, pointe notamment des phénomènes de globalisation culturelle, de mélange, de métissage. Donc aujourd'hui, on n'a plus vraiment de pratiques culturelles très socialement ciblées, mais on a beaucoup de mélange. On a aussi des pratiques, bien sûr, de jeux en ligne, très très fréquentes chez les adolescents, et avec les débats que cela entraîne entre certains psychologues, par exemple, qui dénoncent les dangers des jeux et des réseaux sociaux numériques,
et d'autres qui, au contraire, pointent l'intérêt qu'il peut y avoir, qu'on peut trouver dans les jeux sur le plan cognitif. Mais on a aussi des pratiques culturellement assez poussées, assez intéressantes, grâce à, notamment au smartphone. Par exemple, les pratiques de traduction de littérature pour les jeunes qui sont fans de certains auteurs ou encore des mangas, puisque les jeunes français sont très consommateurs de mangas japonais ou coréens. Donc beaucoup apprennent le japonais ou l'anglais, traduisent. Donc on développe quand même des pratiques intéressantes. Tout ça nous interroge sur la culture à développer à l'école. On oscille entre le choix de développer une culture informatique qui est centrée sur les données et une culture numérique qui est plutôt centrée sur les usages de dispositifs et la prise de conscience de l'importance de la communication en contexte numérique. Troisième élément de contexte, c'est la métamorphose du document. Viviane Pouzinet, une spécialisation de l'information et de la communication, dans un article récent, oppose une approche documentaire et une approche informationnelle et regrette le fait qu'on oublie petit à petit l'approche documentaire. Elle nous rappelle que dans tous les cas, il faut se centrer sur la dimension communicationnelle du document, se demander ce qui sert à entrer en relation avec l'autre pour construire des connaissances, et que c'est là l'essentiel. Alors, pour approcher le document, j'ai utilisé un schéma qui avait été initié par un groupe que vous connaissez sans doute, de RT Pédog, et puis Jean-Michel Salarin, qui l'a repris, qui est une approche intéressante parce qu'elle est assez simple, qui nous propose de considérer le document à la fois du point de vue de sa forme, donc le vu, ce qu'on voit, un objet matériel ou immatériel, de son contenu, ce que Salarin appelle le lu, tout ce qui concerne le sens et l'intentionnalité, et enfin du point de vue du médium, ce qu'il appelle le su, tout ce qui sert la communication. Alors le problème est de se demander ce que devient le document quand on passe du document papier au document numérique et ce que ça change dans ces différentes facettes du document. Alors à partir de ce contexte, je vous propose de nous interroger sur des questions en émergence. D'abord celle des pratiques des apprenants. Quelles sont les pratiques des professionnels par rapport aux nouvelles pratiques des apprenants, c'est-à-dire des élèves et des étudiants. Ensuite, quelles priorités pour éduquer ces élèves et ces étudiants. Et enfin, quels projets mener dans quels espaces. C'est à peu près l'ensemble de questions que je vous propose d'analyser. Dans un premier temps, les pratiques, prendre en considération les pratiques réelles des élèves et des étudiants, c'est sans doute un premier enjeu essentiel. Alors, ces pratiques, on peut les aborder de différentes façons du point de vue de la recherche. On peut en avoir une approche quantitative à travers des enquêtes, une approche qui est faite par plusieurs enquêtes. On peut même s'appuyer sur des enquêtes déjà existantes comme PISA ou d'autres enquêtes en France sur les pratiques culturelles des jeunes. Mais elles sont, de notre point de vue, relativement peu intéressantes, les enquêtes quantitatives. On peut avoir aussi une approche expérimentale de ces pratiques, avec notamment dans la psychologie cognitive, l'utilisation d'outils comme le eye tracking. On mesure les mouvements des yeux pour voir sur quoi on s'arrête quand on lit, etc. Combien de temps on met pour lire une page. Et ça, c'est notamment les psychologues cogniticiens qui ont cette approche-là. Et en France, par exemple, André Tricot, qui mène beaucoup de recherches là-dessus, des recherches qui sont intéressantes, hein, qui interrogent à la fois les pratiques individuelles, mais aussi parfois les pratiques en groupe ou à deux. Voilà, comment interagissent deux élèves qui font une recherche d'information, sur quoi est-ce qu'ils s'attardent, etc. Donc c'est une approche intéressante qui n'est pas la nôtre, hein, parce qu'on n'a pas les outils et puis on n'est pas les psychologues. Et puis enfin, une approche qualitative qui est plutôt la nôtre,
à travers des observations. Donc on passe beaucoup de temps à observer ce que font les jeunes dans différents espaces ou dispositifs, et également des entretiens, souvent des entretiens assez longs, semi-directifs, qui nous permettent de comprendre quelles sont les représentations au-delà des pratiques qu'on a observées des élèves. Les représentations, les imaginaires. Un exemple d'une chercheuse avec laquelle nous travaillons très souvent me paraît très intéressant, c'est Anne Cordier, et elle a suivi des élèves sur plusieurs années. Donc elle est partie parfois d'élèves en collège et qui sont aujourd'hui des étudiants. Donc c'est très intéressant le travail qu'elle fait de suivi des pratiques informationnelles de jeunes comme ça sur un très long terme, et de voir ce qu'ils sont devenus et leur devenir de jeunes adultes. Et ça permet de mesurer les effets de ce qui s'est construit à l'école dans ensuite leur entrée dans la vie professionnelle. Donc ce genre d'approche nous paraît particulièrement intéressant. Ça nous incite à distinguer des pratiques formelles et des pratiques non formelles, les deux étant intéressants. Donc à la fois se demander ce qui est exigé des élèves, et là vous voyez un exemple de CDI, je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas très bien. Il y a une image d'un CDI qui est assez classique, une bibliothèque avec beaucoup d'ouvrages, avec des gens qui travaillent, mais vous voyez aussi là un élève qui est allongé, donc là des pratiques plutôt à la maison, diverses, et comme je vous disais, par exemple, des pratiques de jeux vidéo ou de fabrication de vidéos. Des pratiques qui sont également individuelles et collectives. C'est une chercheuse américaine, Dana Boyce, qui s'est intéressée aux pratiques des réseaux sociaux numériques et à la culture participative qui peut émerger chez les jeunes. Et ça, il me semble que dans les lycées, on voit de plus en plus de pratiques participatives émerger et qui s'appuient entre autres sur les réseaux sociaux numériques. Ensuite, des pratiques formatées et des pratiques transgressives. On voit aussi, à travers les usages notamment des téléphones portables, des pratiques qui ne sont pas celles qui sont attendues des parents ni des enseignants. Ensuite, des pratiques qui font évoluer le rapport à l'espace et au temps à travers les smartphones, qui font également évoluer la perception de l'espace. Là, on voit en fait l'utilisation d'un téléphone pour augmenter ce qui se voit, donc une documentation des paysages ou des monuments. Et puis, des pratiques qui sont parfois incertaines. Donc on a tendance de plus en plus à travailler sur l'incertitude aussi, et pas seulement sur la certitude des programmes. Et sur l'émergence de formes d'expertise chez les jeunes sur lesquelles on va essayer de s'appuyer dans le cadre éducatif. Alors tout ça appelle des évolutions des professionnels, des adultes qui accompagnent ces jeunes. D'abord une adaptation pratique des élèves dans les choix de politique documentaire. Des choix variés. Bien entendu, les professeurs documentalistes sont soucieux des programmes scolaires, mais aussi soucieux de proposer des lectures variées, adaptées à la diversité des appétences des élèves, mais aussi de leurs compétences, et qui prennent en compte les lectures numériques, avec parfois une forme de renoncement à acheter des livres. Je suis des étudiants que j'ai en Master 2, sont des professeurs stagiaires, et je vois finalement d'assez nombreux CDI dans lesquels pratiquement on a renoncé à acheter des livres, ce qui est souvent dommage, parce qu'il y a toujours, au nom par exemple du fait que les élèves ne lisent plus, parce que soit ils vont à la médiathèque, soit ils ont des livres chez eux, soit ils n'utilisent que les documents numériques sur Internet. Et en réalité, il y a toujours des besoins, des besoins chez les élèves. Et en général, les jeunes stagiaires sont très sensibles à ça. Donc, des choix de politique documentaire qui sont variés, mais aussi un intérêt pour des ressources comme YouTube, de plus en plus utilisées par les enseignants,
à la fois comme ressource de documentation et de formation, mais aussi pour faire aux élèves des ressources YouTube pour documenter les cours, mais même fabriquer les cours. J'ai observé par exemple un professeur documentaliste qui travaille avec un professeur de sciences économiques, et les élèves de lycée, de première, fabriquent les cours de leur programme sur des ressources YouTube. Donc tout ça qui doit être intégré dans un catalogue et dans un portail dont est chargé le professeur documentaliste, qui doit non seulement donner l'accès, mais aussi signaler, faire la communication, offrir, accompagner toutes ces ressources. Deuxième point, c'est un recentrage sur les réseaux sociaux numériques pour la communication. Là aussi, on voit de plus en plus, à la fois le portail, même le portail très officiel, s'appuie souvent sur les réseaux sociaux numériques, mais aussi, notamment dans les lycées, les documentalistes créent bien sûr un compte Facebook, même si Facebook n'est plus du tout utilisé par les adolescents, mais ils créent un compte Instagram, par exemple, voire même Snapchat, pour être sûr que l'information va arriver jusqu'aux élèves. C'est pour beaucoup de mes stagiaires, c'est le seul moyen, c'est un compte Instagram. Sinon, ils ne verront pas. Et donc, par exemple, les nouveautés, elles vont passer par des messages sur Instagram. Et puis, enfin, une valorisation des pratiques pédagogiques autour de l'information. Les professeurs documentalistes sont, comme je vous le disais, très centrés sur les questions d'éducation. C'est ce qu'on voit par exemple dans la revue Mediadoc, qui est la revue de l'ADBEN, l'association de professeurs documentalistes. J'ai regardé ce qui était paru depuis 2005, et depuis 2005, 15 numéros étaient consacrés à des thèmes autour de l'éducation, 2 à la gestion, 1 à la littérature et 5 au référentiel métier. Donc on voit bien qu'il y a une survalorisation de la dimension pédagogique. Deuxième point, l'évolution des espaces documentaires et de ce qu'on appelle des écosystèmes informationnels, c'est-à-dire non seulement l'espace du CDI dans l'établissement, mais aussi tout ce qui se fait autour, les relations entre à la fois les acteurs, les ressources, les différents espaces. Donc là, j'ai schématisé un petit peu ça en considérant que l'écosystème informationnel comprend non seulement l'institution, mais aussi les représentations que l'on se fait de l'information et des pratiques informationnelles, qu'il faut, pour l'analyser, considérer à la fois les lieux dans lesquels on s'inscrit, mais aussi la circulation entre les différents lieux. Et les lieux à l'école, ça va être par exemple les salles de classe que c'est délimé, aussi la médiathèque, quand elle est proche, par exemple, ou encore les bibliothèques universitaires. Donc considérer toutes les circulations entre ces différents lieux. Considérer également la dimension individuelle de l'élève qui va travailler au CDI, mais aussi des groupes, donc du collectif, qui est très importante aujourd'hui. Et il y a beaucoup de demandes des élèves de travailler collectivement. Considérer la dimension des espaces physiques, mais aussi des espaces mentaux, de la façon dont on se représente l'espace. Et considérer à la fois des pratiques sédentaires, là où on reste, mais aussi des pratiques nomades, la circulation, notamment grâce aux objets et aux réseaux. Deuxième point, c'est l'adaptation à la diversité des usages et justement la prise en compte dans cet écosystème global qui ne va pas de soi. Alors les usages, c'est, là vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est des élèves affalés sur des poufs. Donc de plus en plus, dans la réflexion sur les espaces, on va essayer de diversifier les espaces, de proposer des espaces où on peut travailler seul, où on peut travailler en groupe, où on peut travailler dans le silence, où on peut travailler dans le bruit. La question du bruit obsède beaucoup les professeurs documentalistes actuellement, et puis dans lesquels on peut travailler dans des postures qui sont relâchées, notamment pour lire de la presse ou de la littérature plaisir qui permet de s'échapper, voire même parfois dormir quand on est fatigué. Donc tout ça va s'incarner dans la notion de 3C, qui a été
valorisé à partir de 2012 en France. Les 3C, c'est les centres de connaissances et de culture. Donc l'idée que le CDI ne doit pas être quelque chose de fermé, de figé, mais quelque chose d'ouvert en proposant une pluralité d'usages. Et ce que Joanne a proposé hier, cette idée de 4C, évidemment, parle beaucoup, hein, avec la valorisation de la collaboration, de la communication, de la création et de la pensée critique. Tout ça, on essaye de le traduire dans les espaces. Une autre évolution, c'est l'apparition de nouveaux usages qui appellent de nouvelles compétences. Alors ces nouveaux usages, je ne vais pas m'attarder trop longuement là-dessus, mais c'est la question de l'éducation à l'informatique, quelque part, aux données, donc par exemple à la robotique ou encore au Fab Lab. Donc je vous disais qu'on s'intéressait au Fab Lab. Et au départ, ces objets me paraissaient presque hors sujet pour les professeurs documentalistes ou pour les professionnels de la documentation. Ils semblent appartenir aux professeurs de technologie, aux professeurs de mathématiques. Et en réalité, je vois bien d'abord des professeurs documentalistes qui sont eux-mêmes experts, donc ils vont proposer des ateliers robotiques, informatiques, etc. Et puis un intérêt grandissant des professeurs documentalistes pour tous ces projets, tout simplement parce qu'ils s'appuient sur une pédagogie de projet, sur la créativité, sur la transversalité. Donc on voit de plus en plus de projets qui intègrent non seulement le professeur de technologie, mais aussi par exemple le professeur de français pour tout ce qui est la littérature, de science-fiction, etc. Et puis le professeur documentaliste qui accompagne le projet, mais qui également permet aux élèves de le documenter, de communiquer autour de ce projet et qui met l'accent sur l'importance de documenter un projet pour que les activités se transforment en connaissances. Ça nous amène au troisième point, du point de vue des enjeux. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche à construire comme culture chez les élèves? Alors je dirais une culture de l'information ouverte. Et là je reviens un petit peu sur le projet Translittératie. La translittératie, c'est le développement de compétences et de connaissances autour de trois déclinaisons de l'information. L'information comme construction à partir de données, d'une part, l'information comme au sens news, au sens média, donc la capacité à décrypter, à lire, à comprendre, à critiquer bien entendu les médias, et puis l'information au sens de ce qu'on retire à la lecture d'un document pour construire des connaissances. Tout ça implique une centration sur trois types de compétences, des compétences et des connaissances en informatique, en éducation aux médias, et en documentation, en sciences de l'information et de la communication. Alors le problème du professeur documentaliste, c'est qu'il est un peu obligé d'être au cœur de tout ça, sans être nécessairement un expert en informatique, par exemple. Il est également attaché au développement d'une culture de l'information qui peut être qualifiée de culture du doute ou culture de l'incertitude, ou au moins de la vigilance critique. Donc les professeurs documentalistes travaillent beaucoup sur la lecture des images, les fake news dont on parlait hier, les questions de théorie du complot, qui sont un gros problème en France en tout cas, et donc tous ces enjeux politiques, idéologiques, économiques et sociaux qui entourent les questions d'information. Il s'intéresse également à la culture méthodologique de la recherche et de l'évaluation de l'information, à une culture méthodologique qui ne peut pas s'appliquer que sur des techniques. Et enfin, il est forcément obligé de s'intéresser à la culture informatique et notamment à la compréhension de ce que sont les algorithmes. Pour ça, il utilise des moyens variés, y compris des jeux. Ce qui est très à la mode actuellement en France, c'est les escape games par exemple, qui pour moi sont relativement peu intéressants à utiliser quand on joue, mais intéressant à construire. Donc faire construire un escape game par des enfants, par des élèves, ça peut être très intéressant, mais aussi tout ce qui est créatif et le travail sur les controverses. Réfléchir à ce qu'est aujourd'hui une controverse sociale, mais aussi des controverses scientifiques qui peuvent faire travailler ensemble des professeurs de sciences et des professeurs documentalistes.
Tout ça entraîne une responsabilité spécifique des professionnels de l'information qui doivent à la fois apprendre, accompagner les élèves dans la lecture et dans l'écriture, mais aussi dans la publication d'informations et dans l'organisation d'informations, avec l'usage d'une grande variété d'outils là qui sont signalés. Et enfin, ça nécessite de leur part un effort renouvelé de développement de compétences sur les données. Donc ça veut dire réfléchir au cycle de vie de la donnée, comprendre comment sont fabriquées les données et comment on fabrique de l'information avec les données, puis des documents avec les données. Et on a fait par exemple un travail récemment sur les données ouvertes et en quoi les enseignants pouvaient travailler avec les données ouvertes pour faire construire aux élèves des connaissances, notamment à travers la cartographie ouverte. Donc, dans la question des données ouvertes, il y a des enjeux économiques et politiques très forts. Donc on peut travailler à la fois sur ces questions politiques qui touchent au comment de la connaissance, à la façon dont on partage l'information et la connaissance, mais qui touchent aussi à des compétences techniques. Pour conclure, finalement on voit que le professionnel de la documentation aujourd'hui est un spécialiste de beaucoup de choses, mais au cœur de tout ça, il y a la communication, et comme vous l'avez tous dit hier, la question de la relation entre les personnes. Son rôle est central dans la construction des apprentissages, mais aussi dans l'accompagnement de l'apprentissage. Et là, il faut parfois peut-être renoncer à devenir un enseignant de documentation pour devenir plutôt un éducateur et un spécialiste des apprentissages, mais pas forcément un enseignant. C'est-à-dire que pour nous, la posture de l'enseignant n'est pas forcément spécialement valorisante. Et enfin, sa mission est avant tout culturelle, nous semble-t-il, et pas seulement liée à l'enseignement. Elle touche à l'élève dans sa globalité en tant qu'être social et culturel. Voilà, merci. On va passer notre communication qui va porter sur les bibliothèques scolaires dans les écoles de l'enfant non-voyant, des expériences et des approches de M. Mohsen Jilani, directeur des programmes et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup. Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier dans le premier temps qui a bien préparé ce colloque. Je remercie également mon congé. Je m'exprime en français, je préparais mon travail en arabe. Je m'exprime en français pour mieux communiquer avec tout le monde. Je remercie également tous les conférenciers pour leurs riches interventions qui sont vraiment d'une importance très majeure. Je suis Mohsen Jilani, chercheur en éducation. Je donne des cours pour 2 masters en pédagogie et en didactique. Aussi bien, je suis cadre au sein de la Direction générale des programmes de la formation continue à partir de 2012. Pourquoi j'ai choisi de travailler sur le sujet des bibliothèques scolaires pour les enfants ou pour les élèves non-voyants ou aveugles? C'est à partir de 2012 que le ministère de l'Éducation nationale a pris en charge la responsabilité totale de ces écoles. Auparavant, c'est réparti entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Union des aveugles tunisiens. Donc c'est juste à partir de 2012 que la responsabilité totale, c'est pour le ministère de l'Éducation nationale. Les écoles non-voyantes, maintenant, nous disposons dans notre système éducatif 7 établissements, avec 2 classes, une classe à Bizerte et une classe à Gersa dans les écoles ordinaires. C'est à partir de 2012 aussi que le ministère a entamé une expérience, et c'est pour la première fois qui consiste à l'adaptation et la conversion du manuel scolaire selon la méthode Braille. C'est pour la première fois que le ministère a fait ce travail qui a duré 4 ans, c'est de 2012 jusqu'à 2016, pour les manuels scolaires de la première année de base jusqu'à 4e année secondaire ou le baccalauréat. Donc maintenant, nous avons tous
des manuels scolaires qui sont adaptés suivant la méthode Braille. Et maintenant, nous sommes en train de travailler sur les manuels scolaires de la première année et de la deuxième année de base, puisque les manuels ont été changés 2016, durant l'année 2016-2017. C'est aussi à partir de 2018, bon, il y a quelques mois, que nous avons commencé un autre projet pilote, un projet très important, c'est l'adaptation des contes pour les petits, pour les enfants, destinés pour tous les niveaux scolaires, première année de base jusqu'à quatrième année, suivant bien sûr les programmes scolaires. Mais avant de parler un peu ou de lancer ce chantier, nous avons essayé de faire un état de lieu de ce qui existe dans nos écoles. Pour commencer, j'ai à noter que les bibliothèques scolaires ont connu une préoccupation majeure dans les dernières années dans le cadre de la modernisation du système éducatif tunisien et selon la vision de réforme attendue suivant le curriculum général. En fait, une place de plus en plus importante a été réservée aux bibliothèques scolaires dans l'élaboration du curriculum tunisien ou les CGT, le curriculum général de la Tunisie. Les bibliothèques scolaires aussi, c'est un moyen éducatif d'auto-formation qui constitue et qui contribue à la formation continue. Les bibliothèques sont aussi un pilier des programmes d'études, un canal qui aide les élèves à se développer rapidement et efficacement. On ajoute aussi que la bibliothèque scolaire est un fardeau de former une génération de lecteurs, même pour les non-voyants, même pour les aveugles, qui mènent la vie culturelle dans le futur. Pour l'état actuel de nos écoles, des non-voyants et des aveugles, il faut noter que la personne malvoyante a besoin de documents adaptés à ses besoins de vision, c'est-à-dire des caractères en gros, peut-être bien pour les malvoyants, aussi bien des supports audiovisuels ou de textes sonores. Pour commencer, pour quelques écoles, on a commencé par l'école primaire des aveugles de Benarousse. C'est la première école en Tunisie qui date de la fin de la période coloniale et du début de l'indépendance. Dans l'ensemble, maintenant, on trouve 111 élèves dans l'école primaire. Il n'y a pas une bibliothèque scolaire, mais juste une salle où il y a des modifications et tout ça pour le changer, pour l'adapter d'être une bibliothèque. Pour les contes en braille, l'école dispose de 80 contes, et pour les contes sonores, ou la bibliothèque ou la discothèque sonore, on compte aussi 80. 80 braille et 80 sonores. Pour 111 élèves. Bon, après, on parler des statistiques et de tout ça. Pour le lycée secondaire à Benarousse, juste à côté de l'école, 123 élèves aujourd'hui. Il y a une bibliothèque qui a été construite en tant que bibliothèque dès le début. Donc, dans le plan de construction, on trouve une bibliothèque. Il y a quelqu'un qui est spécialiste qui s'occupe de la bibliothèque. Bien sûr, c'est d'après la direction du lycée. Ça, c'est ces informations. Pour les comptes, on dispose de 30 en braille et de 30 sonores. Donc 30. Mais il y a bien sûr des efforts, surtout pour les enseignants, pour les comptes qui sont dans les programmes scolaires. À Sousse, pour l'école primaire, 65 élèves. Il n'y a pas de bibliothèque scolaire pour le primaire. Les comptes qui sont, suivant la méthode Braille, 120, et le sonore, c'est à 50. Bien sûr, c'est l'intervention des associations qui ont aidé l'école à cette adaptation. Pour le lycée, une expérience très importante en Tunisie pour le lycée des aveugles de Sousse. Parmi les institutions les plus anciennes dans ce domaine, c'est date de 1973. Maintenant, on trouve 97 élèves. Il y a une bibliothèque suivant les normes, avec un bibliothécaire qui n'est pas spécialiste dans le domaine. Pour les comptes qui sont en braille, sont 2230. C'est une expérience quand même importante. Pour le sonore, c'est 2432. Alors, il y a toujours des dents, soit en Tunisie, et
essentiellement d'étrangers qui ont travaillé beaucoup avec la Belgique. Pour Sfax, c'est une seule institution pour le primaire, le collège et le lycée, donc 40 élèves dans les 3 niveaux, primaire, et collège et lycée, 27 élèves seulement dans le primaire. Il y a un effort considérable de l'association qui travaille pour l'école. On trouve 50 comptes qui sont en braille et quelques comptes qui sont en tactile. Tactile, on trouve essentiellement à Sfax. Et l'expérience en Belgique, c'est très évolué pour les tactiles. À Gabès, l'école primaire compte 42 élèves. Et on trouve le local, il y a une bibliothèque dans le camp de l'école, mais puisque l'école date juste de quelques années, c'est à partir de 2005 ou 2006, un nombre très réduit des écoles, des camps qui sont adaptés au braille, mais il y a beaucoup de problèmes pour cette école. Pour le lycée, c'est nouveau. Les lycées secondaires de Gabès date de 2016, c'est pour l'année scolaire 2016-2017. Le nombre des élèves, c'est à 44. Dans la construction, on trouve une bibliothèque dès le début, donc dans le plan de l'école, mais il n'est pas bien jusqu'à maintenant. On ne trouve pas des camps, on ne trouve pas d'autres, ou le réserve sonore, on ne trouve pas. Mais il y a des initiatives des enseignants avec les associations de la société civile dans la région. On parle aussi, pour la comparaison de quelques expériences à l'étranger, par exemple l'expérience de Valentonawi en France, une expérience qui date de 1898, au risque de la césarienne. Donc on trouve les chiffres, 30 000 élèves, 30 000 livres sonores avec 20 000 brailles, donc on voit la comparaison, on est très loin de ça. En Belgique aussi, on parle aussi vraiment, il y a une expérience qui s'est très évoluée en Belgique, c'est les tactiles. Maintenant, on travaille beaucoup, le responsable, c'est l'œuvre nationale des aveugles. C'est à partir de 1992 qui s'occupe de tout ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants en Belgique. Et c'est plutôt en Belgique, c'est l'officiel. Ce n'est pas la société civile comme en France ou comme chez nous, c'est l'État, c'est l'œuvre nationale des aveugles qui s'occupe de tous les documents, les manuels scolaires, les livres, tous les documents pour les malvoyants ou pour les non-voyants. En Suisse aussi, c'est la Fédération suisse des aveugles et des non-voyants, créée en 1911, donne des efforts considérables pour les non-voyants, pour l'autonomie et tout ça. Il y a même, on trouve des revues qui sont en braille maintenant, l'utilisation des nouvelles technologies, tout ça, c'est très répandu en Suisse. Dans le monde arabe, en Jordanie, c'est à partir de 2011 seulement qu'il y a une académie, c'est l'Académie royale des aveugles en Jordanie, qui s'occupe des nombres des mâles et des non-voyants en Jordanie, qui essaie d'aider les élèves non-voyants et de malvoyants avec des supports, que ce soit numériques ou des supports sonores. Voilà, merci pour votre attention. Après un aperçu sur le Conseil national des non-voyants. Après 2011, le ministère de l'Éducation a décidé de transformer tous les manuels scolaires en forme de braille, en mode braille. Le problème reste toujours dans l'impression de ces manuels qui coûtent cher. Le ministère a décidé d'acheter des imprimantes et de les mettre dans les écoles des non-voyants. Et en 2012, on parlait de la numérisation des comptes. Et il a déjà exposé les chiffres par rapport à Sousse et aux autres écoles de non-voyants. Et aujourd'hui, il commence à généraliser, tout en révisant bien sûr les documents pour enlever tout verbe qui est lié à la vision, etc. Et le deuxième sous-projet, c'est la bibliothèque sonore. Le CNP, qui est le Centre national pédagogique, qui centralise toutes les transformations des documents et des examens aussi. Voilà.
Donc moi je profite juste pour dire, est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre des non-voyants en Tunisie, en général? En général, non, la directive n'a pas de chiffres exacts. Non, pas, mais pour les élèves, on a des chiffres exacts que j'ai présentés tout de suite. Ok, très bien. Merci. هذا الكل الوضع الكل في بلد الوزارة وصار عمل كبير بدا من 2015 2016 على إعادة باش يحطوا كيما الباز دوني شوف شو موجود في المكتبات المدرسية شو البزوان نتاعها من ناحية الكتب من ناحية البيرسونيل من ناحية كل شيء يخص المكتبات المدرسية واللي قاعد مع سير الكور هذا الكل باش إعادة النظر فيها بشكل تام هذا قاعدين يخدموا عليه. ملف الامتداد تعرف الوضع نتاع الوظيفة العمومية دونك إن شاء الله تحل الإشكالية. بالنسبة للتجديد الأصلي كما قلت بالتنسيق مع المندوبية الجهوية خاطر كان فما مصلحة قبل في دار العمل البرامج الشكلية المستمر مصلحة المكتبات المدرسية صحيح ولكن من 2009 بالتغيير اللي صار في الوضعية نتاع المندوبيات والمهام اللي وقفت لها وعندها الاستقلالية نتاعها ولات المندوبية الجهوية هي المسؤولة عن الملف هذايا فقط يعني مركزيا ما دام تدخل وزارة التربية الدخل الوحيد اللي صار على الأقل في 2012 2013 ينجم يكون هو في نوعية القصص عملت كيما جذاذات وعملت مثلا نقولوا احنا فيها امثله اما شنو القصص المناسبه لعمر معين واستغل الفرصه اللي احنا معنا سي منظر العافي اللي هو كان قبل يعرف ملف الجمعيات مليح وتعرض للملف هذايا ربما اذا كان عنده مداخله ولا عنده يضيف فالمساله هذه اكثر مني انا ينجم يتفضل. C'est rare, bibliothécaire spécialisé dans la bibliothèque scolaire, et il évoquait beaucoup de problèmes liés surtout à l'absence d'un cadre juridique et d'un cadre administratif pour les bibliothèques scolaires, l'absence aussi du budget qui est réservé à une bibliothèque scolaire et l'absence aussi des réformes des bibliothèques scolaires inclus dans les réformes pédagogiques, dans les réformes éducatives. Donc ces questions, je pense que sont des remarques en général. Si moi peut-être il en dira 2 ou 3 mots, mais c'est vrai que ce débat il est ouvert et si les responsables du ministère de l'Éducation aujourd'hui sont là, c'est aussi pour ouvrir un débat sur les réformes sur la bibliothèque scolaire, qui est fermé. Qui a été fermé. Donc, je salue notre collègue Ahmed Chikhaoui, qui est responsable de la bibliothèque. Si bien Tarhan, qu'on connaît très bien, donc la bibliothèque, c'est l'un des importants archivistes au ministère de l'Éducation. Ici, mon travail, en fait. Juste, أنا حبيت الحقيقة المداخلة بتاعي أنا ركزت بالأساس على مكتبات مدارس التكليف. أنا بصراحة أعتبر الموضوع مهم برشا وهذه دعوة للسادة الجامعيين والمهتمين والجمعيات. أنا المدارس هذه يلزمها عناية خاصة الوضعية خصوصية للتلامذة هذوما. اللي صحيح وزارة التربية قاعد مجهود كبير صاير ولكنه ديما يبقى غير كافي. بالنسبة لمسألة مسؤولية الوزارة بالنسبة للقصص خاصة نحكي على إدارة العمل برامج شكون يستمر يعرف به. إدارة العمل دي مسؤوليتها المواصفات. إيش معنى المواصفات؟ يعني أنا نقول القصة ترانش داج مثلا القصة مثلا من 3 سنين ل 5 سنين شنو لازم يتوفر فيها؟ من 5 سنين شنو ل 10 سنين شنو لازم فيها؟ باللغة دي كلها هذا الدوكيمون هذا عملناه موجود. دونك الوثيقة هذه موجودة وتوجهت للمندوبيات الجهوية للواحد التربية والمندوبيات اللي هي عندها معنا مسؤولين فيها على مسألة الشراءات بالتنسيق مع المعاهد لازم تخصص في الميزانية نتاعها القانون نتاع الميزانية لازم تخصص جزء للشراء القصص والكلام ولكن القضية مش في القصص أنا راح صراحة الإشكالية أكثر في البناءات لأن القصص طبعا حتى لي دون لكن المشكل في التريتمون نتاعهم التريتمون نتاع لي دون هذول اللي لازم سبيسياليست اللي ماهمش برشا باللي برشا عليهم برشا ضرب ولكن باش تحل هذا الكل فما الموقع اللي قاعدين إن شاء الله نخدموا عليه والموقع اللي باش يكون عندهم اكسي للبيوتيكار نتاع وزارة التربية الكل والموثقين نتاع وزارة التربية الكل باش يكون عندهم اكسي للموقع هذا باش يحطوا فيه ملاحظاتهم ويحطوا فيه الاقتراحات ويحطوا فيه الكل. لا فما ما نعرفش في الاورجانيغرام ما نجمش نسير لكن بقات على المستوى الجهوي ولكن الحاجه اللي نطمنكم بها وحاجه مهمه اللي جايه في المستقبل اللي هو المنهج العام ما نحبش نحكي عليه جو با انتيسيبي الكوريكولوم جينيرال لا سيجيتي اللي حكيت له قبل شويه اللي اكورد اون بلاس تري امبورطونت للليكتور للمطالعه. دونك مادام المنهج العام اللي تقريبا باش يبدا التفاعل نتاعو لاني سكولير يعني جاي وبدا بالنسبه للسنه التحضيريه من السنه 2019 18 19 لبعض المدارس بالنسبه للواحد ولات المطالعه جزء اساسي في الكريكولوم. طونك اللي ولا جزء اساسي اوتوماتيكمون وزاره التربيه لازم تغير سياستها كامله
لأن التوكي ولا جزء من مقرر، المطالعة ولا جزء من مقرر، دونك اوتوماتيكمون باش تصير برشا تغييرات في المجال هذا. فقط احنا كما قلت مفتوحين على الناس الكل اللي باش ينجم يعاون، ما فينا ولاد الوزارة بيسير والاقتراحات نتاعهم، ولكن ديما نقول راهو ثم حاجة لازم معناها تكون كتابية ولا يتواصل مع الواحد. راهو نجموا نحكيو بون لكن بعد تمشي، لكن كي تبدا حاجة كتابية احنا نقولوا هذيك ما خاصة نحكي على إدارة عن الضوابط وتشكيل المسلمات، تتفاعل مع كل المراسلات، ترجع كل المراسلات مفتوحة مع الناس الكل، تعاون مع الناس الكل، وإن شاء الله توفق الجميع إن شاء الله. وبالنسبة للمسائل القانونية والواحد كما قلت نطلب كوليك زميلتنا أمال شيخاوي وما تعرف أكثر من المسائل القانونية هي ولا تعرف الحامدي وما ينجموا يفيدوكم به إذا كانت الحصص المسائية ولا من بعد يبقى الحوار مشكور. والمعذرة سيد الرئيس على طارق. شكرا. Pour continuer la séance.